Nicolas Dupont-Aignan se présente comme le candidat des petits, mais pas comme un petit candidat. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le patriotisme, les références gaullistes, le rejet de l'Europe actuelle et de l'euro, eh bien, tout cela vous anime depuis quelques semaines. Que l'égalité parfaite des temps de parole vous permet enfin d'être exposé dans les médias. Vous aurez des choses à dire sur ce sujet. Je crois d'ailleurs vous contestez certaines règles, non pas du CSA, mais des médias eux-mêmes. C'est bien cela. Nicolas Dupont-Aignan. Sur le plan économique, les experts ont des doutes, j'ai envie de dire, ou parfois même des certitudes. Ils disent, à propos du programme de Marine Le Pen, la sortie de l'euro, qu'il nous mènerait sans doute à la ruine. Sur ce plan-là, vous répondrez dans un instant aux questions d'Hervé Asquin de l'agence France-Presse. Et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra pour la troisième partie de cette émission. D'abord, Nicolas Dupont-Aignan, l'après Toulouse et Montauban, Al Jazeera donc ne diffusera pas la vidéo du tueur qu'elle a reçue par voie postale. C'est évidemment un soulagement. Un soulagement, c'est évident, c'était tellement monstrueux. Ça aurait été un second crime après le premier. Est-ce honteux, comme le dit Nicolas Sarkozy, de dénoncer le travail, ou peut-être simplement de s'interroger sur le travail des forces de l'ordre Non, mais là, et de surveillance? Le président de la République, c'est dommage parce que le président de la République a été digne pendant cette période et à nouveau retombe dans les excès. Moi, j'ai félicité les forces de l'ordre, leur sang-froid, leur capacité à arrêter le meurtrier. Pour autant, on a quand même le droit de s'interroger dans une démocratie sur le fonctionnement d'un système de renseignement. Et quand Madame Joly, par exemple, dit qu'il n'y a pas un pays démocratique où les deux responsables de la police iraient pavaner devant les médias comme en France, elle a raison. Je veux dire, une chose est de conforter les forces de l'ordre dans l'opération, et elles ont été remarquables. Une autre chose est de s'interroger quand même sur l'incapacité de surveillance d'un homme qui avait cumulé un stock d'armes incroyable, qui était interdit de vol pour aller aux États-Unis et qui avait été en Afghanistan. Et qui était suivi par ailleurs par la DCRI. D'ailleurs, moi je crois qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, je crois qu'il faut un juste équilibre. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, les forces de police et de gendarmerie, les forces judiciaires, les douanes, n'ont pas les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. Donc on demande à des gens qui sont, je l'ai dit plusieurs fois, des héros, de faire un travail dont ils n'ont pas les moyens. Une question de moyens pour vous, c'est une question de moyens. C'est évident, il suffit de voir les policiers et les gendarmes, ce sont des gens admirables qui simplement sont démunis. C'est la grande misère de l'État. Ouais. Diriez-vous que ce manque de moyens a conduit à des failles? Je n'en sais rien, mais je demande qu'on ait le droit de s'interroger. Quelles sont les questions que vous posez? Moi, les Donc questions sur le que je suivi, pose, c'est comment on a suivi, oui. Est-ce qu'on a les moyens de suivre? Est-ce que ce service a tous les moyens nécessaires? Est-ce qu'il n'est pas distrait par d'autres occupations? Lesquelles J'en sais rien, il faut lui demander. Est-ce que, en tout cas moi je sais qu'il faut rétablir le contrôle aux frontières pour lutter contre le trafic d'armes. On demande à la police et à la gendarmerie, avec 12 000 agents de moins, 12 000 en 5 ans, de faire un travail alors même qu'on a ouvert toutes les frontières. Mais on voit le résultat. Insécurité galopante, trafic d'armes, homicides en permanence dans beaucoup de villes de France. Ça ne peut plus durer. Alors, que le président de la République ne mélange pas tout, la nation a été unanime derrière ses policiers et ses gendarmes. Maintenant, on a quand même le droit de s'interroger sur des dysfonctionnements. Bernard Squarcini, le patron de la DCRI, a démenti aujourd'hui que Mohamed Merah fut un indicateur. Est-ce que vous avez pu avoir ce genre d'interrogation, vous? Je n'y avais même pas pensé. Mais, vous voyez, je suis naïf. Mais je trouve d'ailleurs surprenant que les ministres, le ministre de l'Intérieur ne s'exprime pas. J'estime que les fonctionnaires sont là pour obéir au gouvernement et non pas pour parler à la place des ministres. Et j'ai été très étonné de voir... un instant que Claude Guéant s'était peut-être beaucoup exprimé sur le sujet. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Lors du J'ai siège. jamais approché à Claude Guéant de faire son non. boulot. Jamais. En revanche, j'estime que ce n'est pas à des policiers d'aller sur les plateaux de télévision. Le chef de l'État, en tout cas, veut accélérer les procédures d'expulsion des extrémistes et il veut interdire d'entrer également ceux qui contestent les valeurs de la République. Tout ça, bien sûr, va dans le bon sens. Là, on peut retrouver le consensus. Non, mais on peut enfoncer les portes ouvertes comme ça toute la journée. Et pourquoi il ne l'a pas fait avant? Ça fait 5 ans que ça ne se fait pas.
Ça fait 5 ans qu'il y a des prêches de haine dans certaines mosquées. C'est curieux. Donc, soit ça n'a pas été fait pendant 5 ans, et c'est quand même grave, et il devrait plutôt rendre des comptes, soit il dit ce qui se fait, et c'est son boulot, c'est normal. Donc, vous savez, je crois que les Français vont être lassés de ces gesticulations présidentielles. Très lassés. Parce qu'on attend du président de la République du sérieux. Il a été remarquable pendant la période du drame. Et là, à nouveau, l'esprit politicien reprend le dessus. Ça ne trompera personne. Moi, je crois que les Français attendent de la cohérence. Donc, que le président de la République nous explique comment il va faire pour mettre davantage de policiers et de gendarmes plutôt que de donner de l'argent à des banques en Grèce, ça sera beaucoup plus utile. Et moi, je propose, et je suis candidat pour ça. L'un n'exclut pas l'autre. Hein. Écoutez, jusqu'à maintenant, c'était de l'argent pour les banques en Grèce et pas pour les policiers. Donc moi, je suis candidat parce que je veux qu'on sorte de cette politique. Alors, on va en du parler. Spectacle. Vous abordez aussi tout de suite la question européenne. On va y revenir un peu plus tard Parce dans que là, cette on est dans le émission. spectacle, le showbiz. On a l'habitude, ça fait 5 ans que ça dure. Le showbiz. Le showbiz, Sur une oui. tuerie aussi atroce. Non, le showbiz après. Après. Je parle pas... J'ai été oui. précis. Oui, J'ai des paroles précises. Après. Le président a été remarquable de dignité Remarquable. Et maintenant pendant la période. Et là, on recommence des annonces. C'est honteux de se poser des questions. Enfin, on est en Donc démocratie. le showbiz. Ah bah, on est depuis 5 ans dans un système de showbiz politique. Oui, des annonces, jamais suivies des faits. Ça s'appelle ça le showbiz. Des annonces, jamais suivies des faits. Je dis qu'on a voté ici, dans cette maison au Sénat et à l'Assemblée nationale, et j'ai voté des lois. Plus de 10 lois. Ces lois ne sont pas appliquées. Alors, avant d'en inventer de nouvelles, j'aimerais qu'on puisse appliquer les lois qui existent, ces lois de la République. Un mot sur les valeurs de la République et les valeurs tout court que vous défendez, Nicolas Dupont-Aignan. Comment est-ce que vous réagissez quand vous apprenez que le père du tueur, donc cet Algérien, qui vit dans son pays, envisage de porter plainte contre la France pour la mort de son fils? J'ai honte. Voilà. Je suis outré, comme tous les Français. Voilà. Que dire de plus? Vous avez parlé tout à l'heure des prêches enflammées dans certaines mosquées françaises, hein, il y a un instant, mais vous jugez odieux en même temps le rapprochement qui a été fait par Marine Le Pen entre les thèmes de l'immigration et du terrorisme. Néanmoins, vous estimez... J'ai trouvé absolument odieux qu'elle puisse dire les Mohamed, etc., qui arrivent en ce moment, sont de futurs tueurs. J'ai trouvé ça... Ça m'a coupé le souffle. Et je me suis dit qu'en fait, elle était comme son père. J'ai trouvé ça odieux. Parce que ne confondons pas, vraiment, ne jetons pas l'anathème sur une population. Et je voudrais dire à Marine Le Pen qu'il y a des Français, des jeunes Français, qui sont de confession musulmane, qui sont arrivés sur, sans doute, les bateaux dont elle faisait état, et qui sont morts en Afghanistan sous le drapeau français. Il y a des Français, des jeunes Français, de confession musulmane qui se sont engagés dans l'armée française, et il y en a beaucoup dans notre armée. Et donc on n'a pas le droit, quand on est un responsable politique, de souffler sur les braises comme ça. Ça me choque. Je suis un républicain gaulliste. Je n'accepte pas ça. Néanmoins... Ce qui n'interdit pas en revanche de vouloir rétablir un État, de vouloir rétablir des frontières, de vouloir contrôler l'immigration. Mais de grâce qu'on ne mélange pas tout. Contrôler l'immigration parce que vous estimez qu'il y a trop d'étrangers en France. J'estime qu'il y a un devoir d'intégration important, que dans une société qui a perdu 1 million d'emplois en 10 ans, il est totalement irresponsable de faire entrer 200 000 étrangers par an, légaux, et je ne parle pas des illégaux que les entreprises françaises, certaines entreprises font venir, alors même qu'il y a... ce chiffre à 100 000 par an, comme Nicolas Sarkozy. Il a repris mon chiffre, j'en suis très heureux. En tous les cas. En tout cas, c'est le bon sens. C'est de dire quoi? Sous Lionel Jospin, il devait y avoir à peu près 100 000. Ça fonctionnait. Je pense qu'on est passé d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy à 200 000. C'est assez stupéfiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois ne sont pas appliquées. Ça veut dire qu'on n'a pas traité le problème de fond. Le problème de fond qui est l'attrait par des chefs d'entreprise, ce que j'appellerais pas malhonnêtes, mais malsains, qui font venir des main-d'œuvre bon marché. Et puis, il y a un problème qui aura la solution, mais qui est fondamental et dont on ne parle pas dans cette campagne, c'est le développement de l'Afrique. C'est la stabilisation du Maghreb. Et quand je propose un euro-protectionnisme, euro-méditerranée, j'ai une vraie vision de ce qu'il faut faire pour l'Afrique et le Maghreb. Et si on ne traite pas ce dossier africain,
on aura des problèmes migratoires considérables. Alors, vous êtes dans la campagne, vous avez beaucoup de choses à dire, hein, Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes aussi contesté, on va le voir dans un instant, notamment sur vos propositions économiques. Le retour au franc, on va en parler avec Hervé dans un instant. Mais la notion de frontière est revenue dans la campagne à travers également Nicolas Sarkozy ou Henri Guénaud qui en parle, sa plume. Hein. Est-ce que vous estimez, comme Henri Guénaud, qu'il y a un problème avec les immigrés, ou certains immigrés, car on n'arrive pas à assimiler tous ceux qui sont là? Il n'y a pas de problème avec les immigrés. Il y a un problème avec la société française qui ne crée plus d'emplois, qui a une école qui est devenue laxiste et qui a un État faible. Et donc la question, ce n'est pas de jeter de l'huile sur le feu à l'égard des immigrés, parce que leurs enfants sont français et pour la plupart sont des bons patriotes. Le problème est économique et social. Et moi j'en ai assez de voir M. Guénaud écrire des choses très justes, mais servir un président de la République, pas du tout, servir un président de la République qui fait l'inverse. C'est ça le problème de fond, parce que sinon ce serait merveilleux. Je prends un exemple. Le président de la République parle de l'Europe passoire, mais c'est lui, Nicolas Sarkozy, qui a signé le traité de Lisbonne, qui a abandonné le droit de veto de la France dans les négociations commerciales. Donc moi je suis candidat, pas pour commenter les autres, on les a assez vus. Je suis candidat, pardonnez-moi, pour dire aux Français qu'on peut agir différemment. Et pour proposer un projet qui tient la route. Alors, je ne vais pas commenter éternellement les actions des autres, puisque de toute façon, les Français ont jugé. Ils savent que ça ne tient pas la route. Simplement, ils sont perdus parce qu'ils voient bien que Hollande, ça ne serait pas mieux, ça pourrait même être pire. Ils voient bien que le Front National, c'est l'excès. Et justement, moi je suis candidat parce que je veux proposer un patriotisme républicain, avec des mesures économiques radicalement différentes pour relancer la machine. On y arrive. Mais d'abord, encore une question. Nicolas Dupont-Aignan, vous rejetez le Parti Socialiste, vous rejetez l'UMP, vous employez d'ailleurs la même expression que Marine Le Pen, hein, le système UMPS, vous l'avez déjà utilisé. Ça fait 30 ans, attendez, Là, c'est le même langage. Mais est-ce qu'on a le droit de parler librement dans notre pays sans tout de suite qu'on nous parle de Marine Le Pen? Il n'y a pas que Marine Le Pen. On en parle parce que vous êtes. Mais il n'y a pas que Marine Le Pen. Non, attendez, ça c'est la vieille lune pour toute personne qui pense différemment que l'UMPS, qui nous gouverne depuis 30 ans. Je vous ferai remarquer 15 ans socialistes, 15 ans, 3 législatures socialistes, 3 UMP. Je voudrais vous faire remarquer qu'ils ont laissé la France dans un état catastrophique, les deux là. Catastrophique. Et ces deux partis qui ont échoué en tout, qui ont un bilan accablant, veulent monopoliser la vie politique et se servent du Front National comme repoussoir. Eh bien justement, ça va gêner que moi j'arrive et que je vais dire aux Français, vous pouvez vous passer d'eux sans tomber dans le piège du Front National. D'accord. Alors, vous acceptez quand même que je dise qu'il y a des similitudes, pour le moins, entre votre projet et celui de Marine Le Pen. Non, mais vous êtes d'accord? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a des similitudes entre mon projet et celui de M. Montebourg? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a des similitudes entre mon projet et celui de M. Nikonov d'Attaque, qui vous propose la sortie de l'euro, qui vient de la gauche? Néanmoins, quand je regarde... Non, mais c'est très intéressant. Je vous réponds. Parce que c'est toujours vis-à-vis de Mme Le Pen, jamais vis-à-vis des autres. Parce que je vais vous répondre. Qui propose parmi les candidats, les 10 candidats à la présidentielle de la sortie de l'euro, sinon vous et Marine Le Pen? Alors on voit ça. Et on en parle plus avant. Dans le paysage politique et économique, certes, mais dans la présidentielle, si, Nicolas Dupont-Aignan, on voit ça avec Marie Brémaud avant d'accueillir Hervé Asquin de l'AFP. Normal que vous avez raison. J'argumente. Et si Nicolas Dupont-Aignan était l'égal masculin de Marine Le Pen? À y regarder d'un peu plus près, les similitudes sont nombreuses. Les deux proposent l'abandon de l'euro, le rétablissement des frontières. Ils veulent tous les deux revenir à ce qu'ils appellent l'Europe des nations. Et les deux veulent un certain protectionnisme économique. Deux candidats à l'élection présidentielle pour un seul et même programme. Abandon de l'euro, retour au franc. Instauration de droits de douane pour relocaliser l'activité en France. Stricte séparation des banques de dépôt et des banques de crédit. Priorité absolue aux PME. Mais les analogies vont bien au-delà des mesures économiques. Le Pen, Dupont-Aignan, même combat pour l'abrogation de la loi Hadopi, le rétablissement des frontières, la création massive de places de prison, la réduction drastique du nombre d'immigrants. Sur l'immigration, les deux vont dans la même direction, mais Marine Le Pen va tout de même plus loin que Nicolas Dupont-Aignan.
sur le regroupement familial. Marine Le Pen veut la suppression du regroupement familial. M. Dupont-Aignan veut sa suspension pendant 5 ans. Marine Le Pen est la seule à prôner la suppression du droit du sol et également la suppression de la binationalité. Donc elle va un petit peu plus loin. Tout serait une question d'histoire, de passé, d'héritage. Celui de Nicolas Dupont-Aignan, souverainiste dans la lignée des Pasqua et Seguin, est plus facile à porter que celui de la candidate frontiste. Elle doit composer dans son parti avec une frange véritablement radicale, extrémiste, anti-système, anti-républicaine. Ce n'est pas le cas de Nicolas Dupont-Aignan. Donc là-dessus, il est quand même un peu plus à l'aise. À l'aise, le président de Debout la République l'est suffisamment pour envisager Marine Le Pen à Matignon si lui accédait à l'Élysée. Voilà, elle ou un autre. Hein. Vous allez nous parler. Non, mais je veux répondre. Parce que ça fait partie de la ritournelle pour faire peur aux Français et pour leur faire croire qu'on ne peut pas être patriote et républicain. Donc c'est facile, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, le jour où Marine Le Pen abandonnera cette idéologie xénophobe, extrémiste, et qu'elle reviendra dans une ligne républicaine, je pourrais, comme Montebourg ou Mélenchon, la mettre comme Premier ministre. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Et j'insiste là-dessus. Parce que justement, ça fait 20 ans qu'on nous a mis dans le piège du Front National. Et moi, je dis qu'on peut être patriote, mais qu'on peut rassembler tous les Français. Je n'ai jamais fait la moindre différence entre un Français de quelque origine qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et je n'accepte pas cette volonté toujours d'extrémiser les gens qui sont patriotes. Ça a été fait à une époque avec Chevènement, qui a été ridiculisé par Canal+, dans les Guignols, où on le faisait passer pour un fasciste, alors que Chevènement était un républicain. Je suis un gaulliste républicain. Je n'ai rien à voir avec le modèle de société de Mme Le Pen. Je ne veux pas dérembourser l'IVG. Je ne veux pas rétablir la peine de mort. J'ai un autre modèle de société. Et je veux que ce soit dit. Hervé Asquin, bonsoir. Bonsoir Michel. Vos questions donc sur le projet économique de Nicolas Dupont-Aignan, résumé d'ailleurs dans ce livre, Le Printemps français, un programme très détaillé, mois après mois. Qui montre bien qu'il est beaucoup plus sérieux que celui du Front National. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Alors j'ai une question à vous poser. On va se situer dans un exercice, on va faire un exercice de politique fiction. Et peut-être même d'économie fiction. C'est un honneur. Pour moi en tout cas. Nous allons nous projeter dans l'avenir. Imaginez que vous décollez dans les sondages, vous quittez la zone, disons, de relégation pour être qualifié vers un second tour. Ce sont les Français qui décideront. Ce sont les Français qui décideront. Personne n'en pas disconvient. Les sondages. Pas les sondages non plus, ni les journalistes, mais vous êtes au second tour et vous êtes élu. Bon, dans ces circonstances, élu, quelle est votre première décision économique? Sortir de l'euro? Oui, bien sûr. Enfin, non, il y en a peut-être une autre avant. La première décision économique, c'est de mettre en place un protectionnisme minimum lorsque les pays émergents triche avec toutes les règles du jeu, ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, mais enfin, le problème des pays émergents, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais l'économie française n'est pas tournée vers les pays émergents. Le nombre de chômeurs que j'ai rencontrés, d'entreprises délocalisées, parce que la décision était prise d'aller produire en Chine à 50 € par mois avec des esclaves, des nouveaux esclaves, pour accumuler les profits, ça c'était très concret. Et je vous renvoie sur le million d'emplois industriels perdus. Tout n'est pas lié, c'est évident. Tout n'est pas lié, vous avez raison, aux pays émergents, mais si on ne me dit pas stop à l'échange déloyal, d'ailleurs je me réjouis parce qu'aujourd'hui même à gauche, au Parti Socialiste, même l'UMP commence à réaliser que j'avais raison. On parle de juste échange maintenant. Oui, c'est une façon élégante, sauf qu'il faut passer à l'acte. Je vais vous donner un exemple, et puis on reviendra à l'euro. Un exemple très concret. La Chine vient d'interdire l'importation de bouteilles d'Évian et de Volvic, sous prétexte que c'est dangereux pour la santé. L'Union européenne vient de signer un accord avec la Corée du Sud, c'est même le responsable de Peugeot, qui s'en nomme Louvet, qui autorise l'importation de voitures de Corée du Sud en Europe, mais qui interdit en Corée du Sud. Je veux dire que c'est le démantèlement total et inégal des barrières douanières. Il faut mettre fin à cela si on veut éviter qu'on perde encore 500 000 emplois industriels dans le prochain quinquennat. Mais vous savez bien, 60% du commerce extérieur français, c'est vers l'Union européenne. Vous avez raison, et c'est pourquoi il faut agir aussi sur l'euro. D'ailleurs, je vais revenir sur l'euro, il n'y a pas que l'euro et le protectionnisme. Il faut baisser l'impôt sur les sociétés qui réinvestissent en France, il faut remettre les banques françaises au service de l'économie réelle, il n'y a pas du tout que des affaires extérieures. Nous avons aussi nos propres défauts, soyons clairs. Mais l'euro est un point clé, fondamental. J'étais hier en Charente, un chef d'entreprise vient me voir et me dit « Monsieur, vous avez raison,
Dans mes exportations, j'ai créé une entreprise aux États-Unis, j'en ai une autre en France, je délocalise aux États-Unis parce que je suis en zone dollar. L'euro, c'est 20 à 30% de surévaluation monétaire. Tous les gains de productivité que je fais, ils sont bouffés par la monnaie. Je n'arrive plus à produire en zone euro. Bon, on va revenir à l'euro. Tous les jours. Mais une question sur, donc, il y a un moment, sur la situation relative de la France et de l'Allemagne. Les deux pays appartiennent à la même zone, agissent dans des conditions économiques et politiques similaires, appartiennent à la même Union européenne, sont les deux moteurs de l'Union européenne aujourd'hui. Et pourtant, il y en a un qui fait 150 milliards d'excédents commerciaux et un autre, la France, malheureusement, 70 milliards de déficit commercial. Alors là, les barrières douanières, elles servent à quoi? Eh bien, je vais vous dire une chose très claire. Pas de barrières douanières à l'intérieur de la zone euro. Je ne veux pas mettre des barrières douanières. Je vous ai parlé d'un protectionnisme quand il y avait des concurrences déloyales. Quand on est dans une concurrence, attendez, quand on est en concurrence loyale, je ne mets pas de protectionnisme, il n'en est pas question. Je ne veux pas une France fermée. En revanche, avec l'Allemagne, c'est évident, 150 milliards d'excédents d'un côté, 70 milliards de découverts, de déficit de l'autre. Ça veut bien dire que la situation mérite une action très rapide. Ça veut dire surtout qu'à armes égales, on n'a pas les beaux résultats. Ça veut dire que les Français ne sont pas comme les Allemands. Oui, ça c'est sûr. Ça veut dire aussi qu'il y a un pays en suicide démographique, qui va avoir dans 20 ans un problème majeur, et un pays en France qui a 40% de taux de chômage dans les quartiers, qui a une croissance démographique. Donc c'est déjà pas le même pays. Deuxièmement, c'est un pays qui n'a pas la même structure industrielle. Troisièmement, c'est un pays qui n'a pas le même effort de défense et les mêmes dépenses publiques. Quatrièmement, c'est un pays qui ne veut pas agir pareil et qui n'a pas la même tradition économique. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit, comme le fait la classe politique depuis 10 ans, il faut qu'on soit comme les Allemands. En parole, c'est très bien, sauf que ça aboutit à la ruine de la France. Soit on comprend que la monnaie, et vous êtes suffisamment érudit dans ce domaine, que la monnaie, c'est un élément qui doit être adapté à la compétitivité. Dans la vie, il ne faut pas une monnaie trop chère et il ne faut pas une monnaie trop faible. La France est morte dans les années 30 avec Laval, qui a fait une politique du franc fort, qui est arrivé exsangue en 1936, alors que l'Angleterre avait compris qu'une monnaie, c'est un moyen. Alors nous, on déifie la monnaie. Alors, on sort de l'euro, alors d'abord, le franc revient, on le dévalue de combien? Attendez 2 secondes. Non mais on prend l'hypothèse où vous êtes élu. Je vais vous répondre. On sort de l'euro, vous dévaluez de combien? Si je peux vous répondre. D'abord, je regrette de vous annoncer que même si je ne suis pas élu, l'euro sera probablement fini avant la fin du prochain quinquennat. Pour une raison très simple. Certains disent aujourd'hui qu'on est sorti de la crise de l'euro. Bien sûr. Mais bien sûr, j'en prends le pari ici. Non mais revenons à vos Attendez, mais je voudrais quand même répondre parce qu'il y a la situation de l'Espagne qui est en train d'arriver là, grand V dans quelques jours, que personne ne voit, et l'Espagne est dans une situation... On a l'impression que vous vous frottez les mains. Hein. Je ne me frotte pas les mains, je vois la réalité que la petite classe parisienne nie, parce qu'elle ne veut pas voir, on est dans le dogme. En Allemagne, j'ai des amis allemands, professeurs d'économie, il y a un vrai débat sur l'euro. Et on écoute. Est-ce qu'on peut revenir alors à votre proposition? Vous dévaluez de combien? Et je ne dévalue pas. Je transforme un euro en un euro franc. D'accord? Ensuite, les lois du marché fonctionnent. Plusieurs banques ont étudié, ont modélisé. Nomura et une autre. Qu'est-ce qui se passe? L'euro marque se réévaluera de 20 à 30%, conformément à la compétitivité allemande, ce qui évitera les excédents excessifs de l'Allemagne. Deuxièmement, l'euro-lire et l'euro-drachme se dévalueront fortement, l'euro-pesette, au regard de leur compétitivité. Et il est estimé que l'euro-franc dévaluera légèrement entre 10 et 15%. Légèrement. Oui, et c'est une chance. C'est une chance. Ça veut dire une explosion. Non, mais ça veut dire une explosion du coût des pétroles. Ah, mais bien sûr. Mais je vais vous répondre. Alors, attendez, d'autres arguments. Oui, quoi d'autre encore? Et les 1700 milliards d'euros de dette de la France qu'il faudra rembourser en euros Deutschmark, comme vous l'avez dit. Alors ça, c'est la fable. Je vais vous dire pourquoi. Mais si, pour 2 raisons. D'abord, je veux vous répondre sur la valeur de la monnaie. Pourquoi tous les pays du monde, sauf la zone euro alignée sur l'Allemagne, font une politique de monnaie pas trop chère? Pourquoi le font-ils si c'est si dramatique que ça? Pourquoi la Chine sous-évalue sa monnaie de 50%? Pourquoi M. Cameron, qui tient tant à l'euro pour nous, lui, a laissé filer la livre de 20%?
Pourquoi la Suède s'en sort avec 4% de croissance cette année? Pourquoi le zloty polonais a été lissé de 20%? Pourquoi les États-Unis de M. Obama tiennent à ne pas avoir un dollar trop élevé? Il faudra que vous m'expliquiez. Ça, c'est la première chose. C'est curieux. Il n'y a que vous qui savez et tous les autres sont des ânes. Non, mais peut-être que l'Europe pourrait évidemment réviser la valeur de sa monnaie et là dans une position commune. Mais ça, l'Allemagne ne le veut pas. Donc il y a bien un moment où il faut en tirer les conséquences. Si l'Europe voulait changer l'euro, ça se saurait, ça fait 10 ans qu'on le demande. Les socialistes, l'UMP, ils échouent, ils sont à genoux et ils perdent les emplois. Donc moi je veux qu'on agisse. Et vous en avez parlé avec nos voisins européens de vos projets? Ils sont d'accord? Bien sûr, j'ai été en Grèce, en Espagne, en Irlande. Il y a beaucoup de peuples qui ont compris que l'euro était fini. Oui, enfin peut-être. Oui, mais peut-être que vous savez, en démocratie, les peuples comptent plus que les dirigeants. Certes, on a vu ça au moment de la Révolution. Non, mais les gouvernements d'aujourd'hui, les gouvernements d'aujourd'hui, ils sont temporaires. Parce que quand vous condamnez un pays comme l'Espagne à 50% de taux de chômage pour sa jeunesse, quand dans nos quartiers en France, il y a 40% de chômage, quand en Grèce, c'est le chaos, est-ce qu'on a le droit de traiter l'Europe comme ça? Donc moi, je ne propose pas de tout casser, je propose une monnaie commune. Beaucoup d'économistes ont proposé l'euro franc, l'euro marque, avec une monnaie de réserve. Et je propose, cher monsieur, que cette monnaie permette enfin de produire sur le continent européen et en France. Je propose ensuite, pour la dette, je vais vous répondre sur la dette, parce que c'est un point très important. Je propose enfin qu'on rétablisse la capacité de la Banque centrale à financer à 0% les grands investissements publics. Et je propose la monétisation qui est chiffrée dans mon programme. Sur mon site internet, il a été modélisé, chiffré, NDA 2012. Vous verrez, nous proposons de monétiser 100 milliards d'euros par an à 0%. Comme l'Angleterre le fait en ce moment. Et comme Mélenchon le propose. Tout à fait, et bien très bien. Vous voyez, vous pourrez dire que je ne suis pas un homme d'extrême droite. On le rajoute à la liste. Oui, parce que c'est tellement facile, dès qu'on propose quelque chose. Mélenchon. Oui, parce que cette petite classe politique qui a mené la France à la ruine estime qu'il faut continuer. Bon, très bien. Pour résumer, est-ce que vous voulez renationaliser la France? Non. Non, parce qu'il faut de l'initiative privée. Et je finis ma phrase là-dessus. D'accord. En monétisant 100 milliards par an à 0%, on réduit la charge de la dette, l'intérêt de la dette qu'on paye chaque année. En 2017, nous paierons plus que 30 milliards au lieu de 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 20 milliards d'économies sur les intérêts d'emprunt, parce que je pense qu'il est préférable de moins payer sur les marchés financiers et, avec cet argent, de financer mes mesures pour l'économie productive. Baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France. Ça veut dire rupture des accords européens. C'est ce qui se fait aux États-Unis. Ça veut dire sortie de l'Union européenne à terme? Non, renégociation. Aux États-Unis, monsieur, quand un chef d'entreprise investit, il a un impôt qui diminue quand il investit sur le sol américain. Pourquoi on ne peut pas le faire en France? Deuxième mesure, recrutement pour les TPE, exonération de toute charge sociale pour un chômeur de longue durée, car il vaut mieux payer un manque de charge sociale que de payer des allocations chômage de longue durée. 5 milliards d'euros pour un emploi par TPE pendant 5 ans. 5 milliards d'euros de non-recettes pour la baisse de l'IS, 5 milliards pour l'aide pour les chômeurs de longue durée. Ces 10 milliards d'euros, au lieu de les payer aux banques, j'insuffle de la création de richesses dans notre pays. C'est ça l'enjeu. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on ne peut pas continuer dans un pays où celui qui produit en France est défavorisé par rapport à celui qui délocalise. Mais cette France repliée sur elle-même... Elle n'est pas repliée. Si, elle est repliée. Si, avec des droits de douane aux frontières, avec sa monnaie qu'elle retrouve, etc. Pourquoi elle est repliée? Pardonnez-moi, le cinéma français, est-ce qu'il est replié? Je pense qu'il est très ouvert sur le monde, mais il est en concurrence à l'extérieur. Vous plaisantez? Quota de consommation, aide, avance sur recettes, oui. Eh bien, le cinéma français en France marche bien. Donc, vous acceptez pour les acteurs de cinéma et les metteurs en scène ce que vous refusez pour les ouvriers? La Malaisie, je ne sais pas si on peut faire le parallèle entre les œuvres de l'esprit et puis la fabrication. Ah non, parce que c'est vrai que la douleur d'un ouvrier qui est jeté comme un chien, c'est beaucoup moins important que de savoir si le petit milieu de Paris va pouvoir faire du cinéma. Non, c'est pas ce que je dis. Pas ce que je dis. Non, pas du tout. Moi, je vous le dis. Pourquoi la Malaisie? Pourquoi l'Argentine? Pourquoi le Brésil? Pourquoi le Japon? Pourquoi l'Allemagne? Vous parlez tant de l'Allemagne. Volkswagen, je me suis renseigné, j'ai vérifié quelque chose. Volkswagen, le Land de Basse-Saxe, est actionnaire à 20%. Et il y a une loi particulière qui interdit aux actionnaires privés sur le marché d'avoir plus de 20% du droit de vote. C'est-à-dire que les 75% d'actionnaires privés ne peuvent pas décider pour Volkswagen. Donc il faut arrêter avec cette fausse idée du repli. La mondialisation, c'est un combat.
Et dans le combat, on a le droit de se protéger. Mais cette France Elle repliée n'est sur pas elle-même, repliée. la dernière qui Elle n'est est pas pas repliée, repliée, elle va à l'attaque. alors cette Elle France qui vend va à ses l'attaque, produits. oui, enfin dans un univers moins concurrentiel, Bah avec oui, une elle se protège économie... comme les autres, comme la Oui. Chine. Vous Voilà, croyez que elle la sera Chine plus n'est pas compétitive, repliée? mais est-ce qu'elle sera plus Bah, compétitive? bien sûr. Parce que quand vous n'êtes pas en concurrence avec une monnaie de 20% trop chère, 20% trop chère, quand vous ne faites pas face au dumping, quand vous avez des banques qui aident à la création de richesses, et quand les charges baissent sur les PME, au lieu de payer des intérêts d'emprunt pour une oligarchie financière qui s'en met plein les poches et qui a échoué, c'est quand même pas la même chose pour les entrepreneurs. Alors justement, Donc c'est pas la même politique. ceux qui s'en mettent Excusez-moi. plein les poches, vous allez pouvoir Oui. les évoquer dans un instant avec Perrine Tarnaud qui va nous rejoindre. Merci. Merci. Hervé, Perrine arrive donc juste après cette enquête de Tam Tranui sur vous. Elle a eu beaucoup de peine, sachez-le, à faire parler d'autres souverainistes, même si vous n'aimez pas le mot, Bon, bah, de c'est- vous-même. La Nicolas souveraineté du Dupont. peuple, c'est un beau mot. Oui, Tam Tranui. Charles Pasqua, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, Lionel Lucas ou encore Jacques Millard, la galaxie souverainiste englobe des personnalités politiques de tous bords. Et elles ont toutes un point commun, aucune ne veut ou ne peut parler de Nicolas Dupont-Aignan. Une histoire de rancœur ou encore de mépris à l'égard du petit candidat qui a créé son propre parti? À Debout la République, on préfère prudemment parler de routes qui se sont séparées. Aujourd'hui, l'UMP a trahi un certain nombre d'idéaux gaullistes qui étaient résiduels suite à la fusion du RPR avec Démocratie libérale. Aujourd'hui, ces idéaux sont défendus par Debout la République et quand deux chemins politiques se séparent, forcément, il y a une forme de concurrence. Des divergences de point de vue, il y en a eu dans le parcours de Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la République a côtoyé à peu près toute la planète politique de droite. À ses débuts, il rejoint le RPR et se rapproche de Philippe Séguin avant de s'inscrire au RPF de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. En 2002, malgré son soutien à Jean-Pierre Chevènement, il rejoint l'UMP et forme le club gaulliste Debout la République. Un mouvement qui devient finalement un parti en opposition à la décision de Nicolas Sarkozy de contourner le non au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Cette déception fondatrice, c'est vraiment en fait le viol du vote de 2005 et le choix de passer par le Congrès et non par un référendum pour valider le traité de Lisbonne. C'est à partir de ce moment-là en fait que la déception est devenue définitive et que Nicolas Dupont-Aignan a décidé de partir dans un parcours totalement indépendant des grands partis. Alors infidèle Nicolas Dupont-Aignan, un brin versatile peut-être, ou déçu devant l'éternel par la machine des grands partis. Lui qui se dit ni de gauche ni de droite se retrouve aujourd'hui isolé sur l'échiquier politique et seul face aux Français, sous l'ombre tutélaire du général de Gaulle dont il revendique l'héritage même s'il ne l'a pas beaucoup connu. C'est moins qu'on puisse dire. Vous le amusant reconnaissez. parce qu'on veut... Bonsoir Perrine. madame. C'est très cohérent. Moi j'ai essayé, je viens de la droite, du RPR, je suis gaulliste, j'ai adoré Philippe Séguin, j'ai combattu Maastricht avec lui, j'ai jamais changé d'opinion, j'ai combattu Amsterdam, j'ai même démissionné de mes fonctions au RPR, j'ai rejoint Philippe de Villiers, ils sont après arrêtés, je continue. C'est très cohérent, c'est très cohérent. Cohérent, indépendant, mais seul. Mais seul, mais je ne suis pas seul. J'ai la chance d'avoir un parti politique qui a de plus en plus de monde. En Ile-de-France, on est plus de 11 000 adhérents. En Ile-de-France, on me disait 0% aux dernières régionales. On est quand même passé devant le MoDem, le Besancenot, qui était les coqueluches des médias. Seul, ça veut dire quoi? Quand vous regardez les chiffres des sondages, par exemple, à moins de 1%. Mais ça me fait hurler de rire. Moi, je vais vous dire, je suis quand même élu maire dans ma ville depuis mieux élu de France. Premier tour, hein, oui. Premier tour, 80% le mieux élu de France. Je me souviens, quand je me suis présenté, les sondages me disaient 3 mais jours. Ça, c'est local. Au Mais niveau non, mais attendez, vous allez national, voir la après, suite. c'est 3 toujours jours avant l'élection, les sondages disaient il ne sera jamais élu. Élu au premier tour. Législative, je suis le seul à avoir gagné dans la dissolution une circonscription de gauche à droite. On me disait jamais élu. Au régional, 0%. On a dépassé le MoDem. Vous savez, les sondages sont faits pour enfermer les Français. Qu'est-ce que vous espérez dans le alors comme piège. chiffre? Mais j'espère convaincre les Français qu'on peut bâtir une autre politique. Et dépasser au moins Eva Joly. Patriote. Mais vous pouvez être méprisant Non, vis-à-vis d'Eva Joly. on n'est pas méprisant. On vous demande savez, quel est votre objectif. Je vais vous dire, quand on parle avec mépris de certains scores, 2% des voix, c'est 1 million de Français. Moi, je ne crache pas sur 1 million de Français. La vie politique, regardez les écologistes, ils ont eu des hauts et des bas, ils ont quand même influencé beaucoup le Parti socialiste. Moi, je crois que la France, parce que c'est ça la vraie question, je crois que la classe politique française est au bout du rouleau. Je pense que très vite,
la situation va s'aggraver et que la vraie question pour les Français, c'est de savoir s'ils veulent continuer avec cela ou s'ils veulent trouver la solution qui va permettre, avec des efforts, ça ne tombera pas du ciel, sortir de la crise. Et c'est ce que je vais proposer à la France. Voilà. Et puis on verra ce que diront les Français. Et c'est un long combat qui commence. Mais aucun mépris de notre part, évidemment. Mais pas de chez vous, mais parfois. Toujours est-il que c'est certainement un des deux grands partis français qui va remporter cette élection présidentielle, soit le Parti socialiste, soit l'UMP. En tout cas, c'est ce que semble indiquer pour l'instant les sondages. On est à peine à un mois du premier tour. Mais on verra. La question, peut-être. Laissez les Français juges. Sur la droite, Nicolas Sarkozy a réuni toute la famille, toute la droite autour de lui, du centre, enfin une partie du centre, de la France du oui, la France du non. Vous ne faites plus du tout partie de cette famille-là à droite aujourd'hui? Non, puisque cette famille a trahi la France. Oh. Mais je le pense. Donc je ne vais pas vous dire le contraire. Donc au second tour, vous n'appellerez pas à voter pour Nicolas Sarkozy? Il mène une politique qui est en train de précipiter notre pays dans un chaos économique et social. J'en pèse mes mots. Et je sais la gravité de ce que je dis. Donc PS-UMP dans le même sac? Mais je finis ma phrase. La gravité de ce que je dis. Parce que, moi je vous dis une chose, madame. Si on continue cette politique de l'euro cher, du libre-échange déloyal, on a déjà perdu 1 million d'emplois industriels en 10 ans. Il suffit qu'on en perde 200 à 300 000 encore, et on est parti pour. Ça veut dire, non, je finis ma phrase, ça veut dire que la sécurité sociale et les retraites ne seront plus financées à partir de fin 2012. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain président de la République, oui madame, qu'il soit de gauche, du PS totalement inepte, sans aucun programme, ou M. Sarkozy, seront face à une colère sociale et un chaos politique sans précédent. Et il est de mon devoir d'homme politique, depuis 15 ans député, je les ai vus vivre, je les ai vus voter n'importe quoi, sans prendre en compte l'urgence de la situation. Eh bien, il est de mon devoir d'homme politique de dire aux Français: il faut changer rapidement de cap si on ne veut pas aller sur le récif. Alors on l'a dit, vous l'avez répété, vous l'avez répété. Donc ça veut dire que pour le deuxième tour, vous n'appellerez à voter pour personne. Je ne sais pas qui sera au deuxième tour. N'en tirez pas des conséquences Si vous n'êtes pas au hasardeuses. deuxième tour, si Nicolas Sarkozy est au deuxième tour, est-ce que vous appelez à voter pour lui? Je ne sais pas qui sera au deuxième tour. Vous ne voulez pas prendre position? Non, parce qu'il y a un premier tour. Est-ce que vous excluez de voter Nicolas Sarkozy, oui ou non? Je ne vous répondrai pas. Il y a un premier tour. Non, parce qu'il y a un premier tour. D'accord, bien sûr, on le sait. Mais... Ah ben on le sait, mais on veut le zapper. Vous excluez de voter Nicolas Sarkozy ou pas? On est dans un système aujourd'hui qui veut zapper le premier tour. Je n'ai pas d'opposition personnelle aux hommes. D'accord. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Soyons clairs. Un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande qui dirait demain matin, on sort de l'euro, on se protège, on mène une autre politique, on dénonce les traités de Bruxelles, je suis capable d'accepter. Je ne suis pas borné. Ça ne se produira pas. On a compris. Vous n'en savez rien. Bon. Petite question d'actualité. Maurice Lévy, à la tête de Publicis, va toucher un bonus de 16 millions d'euros. C'est un montant qui vous choque? Honte à lui. Honte à lui. Il ne l'a pas mérité? Non. Non. Un bonus je vais vous dire sur les résultats financiers. Honte à lui. Une rétribution différée. Et je vais vous dire, il devrait avoir honte. Ce monsieur ne sait pas dans quel pays il vit. Je dis honte à lui. Il a signé récemment une pétition pour dire que les riches devaient payer plus d'impôts. Sans doute. Eh bien, écoutez, moi je dis que quelqu'un qui vit en France d'aujourd'hui où 2 millions d'enfants sont élevés dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Un pays qui jette ses ouvriers, ses agriculteurs. Un agriculteur par jour se suicide dans notre pays. Et est-ce que ce monsieur, que je ne connais pas et je ne lui en veux pas personnellement, se rend compte de ce qu'il est en train de faire au détriment de la libre entreprise? Parce que moi je crois que l'avenir du pays viendra de la libre entreprise, de la création de richesses. Est-ce qu'il se rend compte un instant de ce qu'il est en train de faire? Je ne crois pas. Autre question dans l'affaire. Sinon il ne le ferait pas si c'est un homme sensé. Ouais. Je crois que c'est un homme intelligent. Donc il devrait y renoncer et le partager entre tous les employés de sa société. On verra s'il entend le message de la classe politique. Aujourd'hui, dans l'affaire Bettencourt, l'ancien gestionnaire de fortune de la famille Patrice de Mestre est en prison, il y reste. Est-ce que vous pensez que derrière Mestre, derrière Éric Woerth, il y a le financement occulte de la campagne de Sarkozy en 2007? Moi, je ne suis pas un justicier. Je ne suis pas juge. En revanche, je demande que la justice passe et que le président de la République, éventuellement, s'explique. Voilà, oui, il a le droit de s'expliquer. Ah, voilà. En tout cas, je demande que d'un côté, il n'y ait pas de justicier. Moi, je ne suis pas père la morale. Mais en revanche, il ne faut pas qu'il y ait l'omerta.
Et le fait que M. Mestre soit en prison, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, il n'est pas condamné, il est mis en examen d'après ce que j'ai compris, c'est simplement que justice passe. Et il est clair qu'il faudra un jour que le président de la République s'exprime, quand même avant la fin de la campagne. On est rentré dans la campagne officielle de cette élection présidentielle, ce qui vous permet normalement de vous exprimer à égalité avec les autres candidats dans les médias. Les médias se donnent du mal, en principe. En principe. Est-ce que vous êtes satisfait par cette situation? 5 semaines de campagne officielle contre 2 pour les élections présidentielles. Je vais vous dire une chose. Je suis satisfait qu'en République, pendant 5 semaines sur 260 semaines d'un quinquennat, il y ait une égalité de traitement. C'est normal. Quand on envoie la profession de foi, vous savez, vous allez recevoir à votre domicile le papier, il n'y a pas un timbre-poste pour les 10 petits candidats et 10 pages pour ceux qui sont favorisés par les sondages. Depuis la fondation de la République, la profession de foi a la même taille. Ce que je regrette un peu, parce que c'est un peu mesquin, c'est que tout le monde n'est pas comme vous, c'est qu'il y a certaines chaînes qui suppriment les émissions politiques. Peut-être parce que les règles du jeu sont... Non, les règles du jeu sont très simples. Vous les faites, la plupart le font. C'est 10 émissions où beaucoup de chaînes suppriment les émissions politiques, c'est scandaleux. Et c'est mauvais pour la démocratie, et c'est mauvais pour la légitimité du futur président. Deuxième point, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas de débat et que messieurs Sarkozy et Hollande, pareil, vous allez dire, j'en leur veux à tous les deux, ne veulent surtout pas débattre avec M. Mélenchon, avec Mme Le Pen, avec M. Bayrou, avec M. Dupont-Aignan. Parce qu'en fait, comme ils racontent n'importe quoi aux Français, et qu'ils savent très bien qu'ils ne mèneront pas après 2012 la même politique qu'ils annoncent, ils ne veulent pas qu'on leur pose des questions. Et je trouve ça quand même très frustrant pour l'opinion qu'il n'y ait pas des débats comme il y a eu pour la primaire socialiste. Finalement, pour une élection privée, il y a eu plus de débats que pour une présidentielle. C'est quand même dommage. Dites-moi, concernant votre En tout cas, merci à vous, parce que vous, c'est la seule émission longue qu'on a. Et on le fait avec beaucoup d'entrain, de joie et de plaisir. Et d'intérêt. Vos arguments, vous êtes coriace et moi aussi. Méritent d'être entendus. À propos de votre future élection législative éventuelle, si vous n'êtes pas élu président de la République ailleurs, là vous êtes brillamment réélu, non seulement à la mairie, mais comme député, vous aurez un adversaire de l'UMP en face de vous. Oh, je le pense. Ah oui? Je l'espère même, ça serait clair. Vous l'espérez? Un mot pour conclure sur la mise en examen pour proxénétisme aggravé de Dominique Strauss-Kahn. Ça vous inspire une réflexion? Grandeur et misère du pouvoir. Hein, j'en sais rien. Il n'est pas condamné. Non. Encore une fois, j'ai horreur des justiciers en politique. Très bien. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Exactement. Voilà, même si vous voulez régler son compte à la monnaie commune. Enfin, vous avez bien exposé les choses. J'essaye d'exposer mes convictions, je suis sincère. On peut au moins me reconnaître ça. Merci à vous. Merci Perrine. Merci. Merci à Nicolas Dupont-Aignan. On a été heureux de vous recevoir aujourd'hui à 22h. Une autre édition de Preuve par 3 tout à l'heure. Et notre invité sera Jérôme Cahuzac, qui est chargé du 22h30, chargé du budget, de la fiscalité, auprès de François Hollande. Merci. Et puis la semaine prochaine, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. On la recevra pendant Vous voyez qu'on peut y arriver minutes. très bien. Jean-Pierre Raffarin également. Pas dans la même émission, je vous le rappelle. Vous voyez qu'on peut y arriver. On y arrive, on y arrive. Bonsoir. Et c'est vrai que les auditeurs sont ravis, les téléspectateurs, d'entendre toutes les voix de la campagne. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 3 thèmes de cette campagne 2012 seront la crise et enfin la crise. La politique, ce n'est pas la guerre civile, a donc dit Xavier Bertrand. On parlait de ce printemps du jasmin. Sa victoire, si elle est vérifiée demain, est-ce qu'elle est surprenante? Comment vous jugez son action dans cette tempête? Parce qu'à l'époque, on avait tous ri, aujourd'hui on rit moins. Votre rendez-vous quotidien avec l'information, c'est du lundi au jeudi à 22h sur Public Sénat. Les agriculteurs ont toujours voté à droite. D'une campagne et l'autre, on vous emmène dans le Morbihan chez Frédéric et Jean-Michel, des éleveurs qui n'ont pas encore choisi leur candidat. Notre expert des sondages nous dira ensuite vers qui les agriculteurs se tourneront en 2012. Enfin, suivez-nous dans les cortèges d'Europe Écologie Les Verts. Avec Christian, militant à Vannes, il se démène pour que la question du nucléaire ne passe pas au second plan.
La Bretagne, première région agricole française. En 2007, Nicolas Sarkozy et les autres candidats parlent peu d'agriculture. Pourtant, dès le premier tour, plus d'un agriculteur sur deux choisit le candidat UMP. Depuis, les difficultés se sont accumulées. Concurrence internationale, volatilité des prix et autres sécheresses. Une période de crise inédite fait douter un monde agricole en pleine mutation. D'une campagne à l'autre, direction l'exploitation de Saint-Doué, en plein cœur du Morbihan. C'est parti. Chaque matin, chaque soir, pour Frédéric, c'est le même rituel et ça dure depuis 5 générations. Aujourd'hui, la traite de ces 145 vaches va rapporter 3400 litres de lait vendus à la coopérative voisine. Oui, mais voilà, depuis 2007, les prix font du yo-yo et rendent le quotidien parfois insupportable. On n'avait pas le choix de continuer, mais pour vous dire, quand vous levez le matin et vous savez que c'est pour quasiment rien gagner, c'est problématique. Aujourd'hui, les prix du lait ont retrouvé des couleurs et Frédéric un peu de sérénité. Ce soir-là, Jean-Michel, son associé, est venu lui prêter main forte. Sa production à lui, c'est la dinde, la grande spécialité du Morbihan. On les entend chanter comme ça, pour nous, c'est un critère important, c'est que ça se passe bien, quoi. À chacun sa spécialité et ses problèmes. Pour élever ses 1300 dindes, Jean-Michel chauffe son hangar à près de 25 degrés et sur le gaz, difficile d'économiser. C'est un coût important de l'élevage. En 3 semaines, on a déjà consommé 2,5 tonnes de gaz. Ça correspond à peu près à 2000 €. 30 000 € cette année et une facture en augmentation de 20% depuis 2 ans. Hausse des charges, baisse des prix de vente des produits. Pour lisser leurs revenus, les associés, séduits par le Grenelle de l'environnement, se lancent il y a 3 ans dans l'énergie solaire. 760 000 € investis, 1200 panneaux installés et la promesse de revenus durables. Quand Frédéric avait lancé cette idée-là, c'était d'amener un autre nouvel revenu sans avoir trop de travail. Aujourd'hui, nous avons atteint en 10 mois l'objectif de production annuelle. Une production au-delà de leurs espérances, mais toujours pas le moindre centime d'euro touché. EDF tarde à signer les contrats et la baisse de 20% du prix d'achat de l'électricité verte décidée par le gouvernement a douché leurs espoirs. Ah non, on est catastrophé quelque part. C'est vrai que pour ce qui est de notre histoire, non, on ne peut pas dire que l'État a vraiment rempli son rôle tel qu'on nous l'avait promis au départ. Chez les paysans bretons, la révolution verte est en marche, qu'à un quart. En attendant, ils se versent 1500 € net par mois pour 70 heures de travail hebdomadaire. Le prix d'une dure vie de labeur, parfois récompensé. On se retrouve avec Frédéric et Jean-Michel. La traite est terminée. Ça va maintenant être l'heure de parler politique, messieurs. Alors en 2007, une grande partie des agriculteurs avaient choisi de soutenir Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous aviez voté tous les deux à ces présidentielles ? On peut dire qu'on a voté pour M. Sarkozy. À l'époque, il y avait un certain dynamisme d'affiché. Donc on pensait tous que l'avenir allait être plus beau que le passé. Et puis c'est vrai que la campagne avait sûrement été très dynamique. Quel regard aujourd'hui vous portez sur les 5 années passées au pouvoir par Nicolas Sarkozy ? Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et souvent après peu d'actes. Et ça, dans le monde agricole, on n'aime pas beaucoup. Parce que nous, dans le monde agricole, on a une caractéristique, c'est la valeur donnée à la parole. La façon dont s'est passé les 5 ans, on se pose vraiment la question si on sera encore là demain, tellement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait demain que l'État prenne comme décision pour que votre agriculture reste compétitive et que vous ayez des revenus honnêtes ? En Allemagne, les énergies renouvelables se sont développées, mais de manière très très importante, alors que chez nous, on a dit qu'on allait le faire. On l'a fait et après on a fait un moratoire. Donc on fait toujours les choses à moitié, voire au quart, et aujourd'hui on se trompe de route. La campagne présidentielle débute à peine. Le premier tour, ça sera le 22 avril prochain, 2012. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter ? J'ai pas envie de voter pour la même chose en tout cas. Jusqu'ici, je la trouve pas très intéressante. Je trouve qu'on ne prend pas assez d'exemples qui fonctionnent. On dit, ben voilà, c'est le marché mondial, c'est la crise, c'est la bourse, mais de là à nous sortir une vision des choses, c'est pour ça, pour le moment, j'attends. On a vu dans le reportage que vous êtes de plus en plus sensibilisé à l'environnement, au développement durable. Est-ce que ça voudrait dire que demain, vous pourriez voter écolo ? Si on nous propose
d'arrêter de produire, je pense que c'est sûr que ce ne sera pas possible de voter écolo. Et puis de toute façon, la décroissance a ses limites parce qu'on ne va pas non plus mettre tout le monde au chômage. Et je pense qu'on peut travailler ensemble à condition qu'on nous écoute aussi et qu'on ne vienne pas avec une solution toute faite qui nous dit nous agriculteurs, soi-disant classés productivistes, débarrasser le plancher, quoi. Jean-Michel, Frédéric, merci et puis bonne continuation à vous. En 2007, plus de la moitié des agriculteurs français avaient choisi Nicolas Sarkozy.